Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Comment la vie est-elle apparue sur notre planète? Si la question des origines troubles et mystérieuses de notre propre espèce reste encore une énigme, celle de l'apparition de la vie elle-même l'est tout autant. Pour certains, la réponse se trouve dans la foi, dans la croyance en un être créateur ayant généré par sa seule volonté cette chose unique et inestimable que l'on appelle la vie. Pour d'autres, plus enclins à la compréhension matérielle de notre monde, il ne s'agit que d'un simple hasard, d'une succession de phénomènes chimiques et physiques ayant réussi à assembler les briques biologiques élémentaires qui ont donné naissance à la vie. Mais une théorie pourrait venir expliquer l'apparition de la vie sur notre planète, la panspermie. Bien que n'expliquant pas les raisons de la création de la vie, la panspermie permet d'entrevoir l'une des possibilités du développement de celle-ci sur Terre. Soit dit en passant, cette théorie a le mérite de s'accorder avec les deux grandes visions de l'apparition de la vie, et de ce fait, elle ne devrait donc choquer personne. Ou presque. Pour résumer très sommairement cette idée fort sympathique, disons que la panspermie, une hypothèse remontant à l'Antiquité, défend l'idée selon laquelle la vie sur Terre pourrait être une contamination extraterrestre. Des organismes simples, unicellulaires, de type bactérien par exemple, auraient donc voyagé depuis d'autres planètes, où elles seraient apparues, par l'intermédiaire de corps célestes de type comète ou astéroïde, pour venir s'écraser sur Terre et se seraient développés pour nous offrir la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui. Si les connaissances que nous avons actuellement en termes d'organismes extrémophiles tendent à approuver la possibilité de cette hypothèse, peut-on se demander si cette panspermie pourrait fonctionner dans l'autre sens? Autrement dit, est-ce que la Terre pourrait être l'un des berceaux de la vie dans le cosmos? Bah oui, parce que si la vie peut venir d'ailleurs vers nous, pourquoi ne pourrait-elle pas partir d'ici pour conquérir d'autres mondes? Après tout, nous ne sommes pas le centre du monde, mais juste une miette dans cette immensité galactique. Alors pourquoi serions-nous la finalité de la panspermie et pas la source? Le seul problème avec cette question, c'est que la réponse passerait forcément par une autre réponse, celle de la grande question de la vie extraterrestre. Parce que pour que la vie issue de la Terre soit présente ailleurs, il faut forcément qu'il y ait déjà de la vie ailleurs. Et c'est bien là que la vision officielle des choses bloque. Pourtant, si l'on s'attarde sur les textes antiques de notre histoire, sur les plus anciens écrits de l'humanité, on peut peut-être y voir un semblant de réponse. Les plus anciens textes connus remontent à plus de 5000 ans en Mésopotamie, dans l'illustre civilisation de Sumer. Mais bon, si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà dû le voir une bonne vingtaine de fois. Et parmi ces écrits multimillénaires se trouvent, et ça aussi vous le savez déjà, les tablettes de la création, ces fameux textes relatant notamment la création de notre système solaire, avec l'intervention de la planète Nibiru et la destruction de Tiamat, ayant engendré la création de la Terre et la ceinture d'astéroïdes. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette version de l'histoire, je vous conseille ma vidéo sur la création du système solaire. Je vous mets le lien dans la description. L'une des choses qui m'a toujours choqué dans cette histoire, c'est le fait que la planète Nibiru est indiquée comme étant la porteuse de vie et celle qui a ensemencé la Terre. Pourtant, si l'on regarde bien, rien ne le laisse supposer, ou du moins rien ne le stipule clairement d'un point de vue originel. Si les Anunnaki, et Enki en particulier, ont bel et bien créé l'espèce humaine, cela n'impose nullement que Nibiru soit la source même de la vie sur notre planète.
La panspermie possible lors de la création de notre planète, par la destruction de Tiamat, entrant en collision avec Nibiru, va même à l'encontre de toute logique de ces observations de base. Si nous reprenons les faits qui nous sont mentionnés dans les tablettes de la création sumérienne, nous constatons que Tiamat est une planète tellurique d'une taille importante, recouverte d'eau, un élément indispensable à la vie. Elle est également placée dans la zone d'habitabilité de notre système planétaire et jouit donc de toutes les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Si l'on se limite à ces données, Tiamat est le berceau idéal pour voir naître les premières formes de vie, primitives certes, mais vivantes. A l'inverse, Nibiru y est décrite comme une planète à l'orbite lointaine, non elliptique et bien loin de la zone d'habitabilité. De plus, là où Tiamat est clairement assimilée à l'élément de l'eau qui la recouvre, porteur de vie, Nibiru est nommée comme la rougeoyante, l'ardente, faisant penser davantage au feu et à la destruction thermique, recouverte de lave, telle une jeune planète à peine formée, et donc bien loin d'un endroit idyllique pour y voir apparaître les premières formes de vie. Si on se base juste sur ces observations et analyses, Nibiru ne semble clairement pas être en mesure de pouvoir porter la vie, et donc encore moins de la transporter. A l'inverse, Tiamat, elle, recueille toutes les conditions pour ça. Il semblerait donc logique de penser que ce soit Tiamat qui vit émerger la vie dans notre système solaire, et que ce soit elle qui en soit la source. Mais si on poursuit ce raisonnement, on constate que cette hypothèse est encore plus probable. Si l'on poursuit la grande histoire des tablettes de la création sumérienne, on découvre, enfin, sauf pour ceux qui suivent cette chaîne, que les Anunnaki, une espèce humanoïde évoluée originaire de Nibiru, est venue sur Terre et qu'ils y ont créé notre propre espèce, l'Homo sapiens, en croisant leur ADN avec celui des hominidés primitifs de la Terre, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Du coup, on pourrait se demander comment un brassage génétique cohérent entre deux espèces aux origines si éloignées pourrait avoir été possible. En toute logique, des espèces issues de deux planètes devraient présenter des différenciations génétiques telles qu'aucun croisement ne devrait être possible. Pourtant, d'après les écrits mésopotamiens, cet exploit fut réalisé aisément par Enki, illustre dieu de Sumer. La réponse vient peut-être simplement de l'épopée de la création elle-même. Si Tiamat était bel et bien porteuse de vie, et que Nibiru était encore une jeune planète vierge, la collision entre les deux astres ayant entraîné la destruction de Tiamat et la création de la Terre a certainement permis de contaminer Nibiru avec les germes de la vie. Si tel est le cas, nous serions donc face à une panspermie inversée, avec des organismes vivants issus de Tiamat, l'ancêtre de la Terre, qui auraient été exportés vers une autre planète, en l'occurrence Nibiru, y permettant un développement de la vie aboutissant plusieurs milliards d'années plus tard à la civilisation des Anunnaki. Le niveau technologique supérieur des Anunnaki, comparé à celui des hominidés primitifs de la Terre, pourrait parfaitement s'expliquer par une courbe du développement de la vie continue, sans grandes extinctions de masse comme a connu la Terre, éradiquant à de multiples reprises la quasi-totalité des formes de vie présentes et obligeant le règne du vivant à systématiquement repartir de zéro. Là où sur Terre, l'évolution s'est faite en dents de scie, extinction de masse après extinction de masse, ralentissant la progression et le développement de la vie, sur Nibiru, la vie n'a peut-être pas connu ce reset intégral, poursuivant une ligne droite et continue, amenant ainsi les Anunnaki à un niveau d'évolution nettement supérieur, semblant avoir des milliers d'années d'avance sur nous. Mais cette panspermie inversée expliquerait surtout la compatibilité génétique entre les hominidés de la Terre et les Anunnaki. Car si la souche de la vie entre ces deux planètes est la même, à savoir la vie originelle présente sur Tiamat, les schémas de base des différents organismes qui en découlent doivent avoir une lignée commune et donc une certaine compatibilité. Si cette théorie est juste, nous aurions donc non seulement les bases génétiques communes avec les Anunnaki, mais surtout, nous serions en réalité les ancêtres originaux des habitants de Nibiru.
Alors, détendez-vous, quand je dis ça, je ne parle pas de nous en tant qu'espèce, mais bien en tant que forme de vie terrienne, issue de la destruction de Tiamat. Parce que dans les faits, ce sont bien ensuite les Anunnaki qui ont engendré notre propre espèce. Les passionnés d'ufologie ne me contrediront pas, mais l'une des hypothèses de la présence de ce que nous appelons communément les gris, les réticuliens, est qu'ils tentent de récupérer dans notre ADN certains gènes qui pourraient stopper leur dégénérescence génétique. Si tel est le cas, et compte tenu de leur niveau technologique extrêmement avancé, on peut se demander pourquoi une espèce aussi évoluée ne parvient pas à hybrider génétiquement leur espèce et la nôtre. C'est peut-être juste que eux, les réticuliens, ne possèdent pas comme les Anunnaki et les hominidés de la Terre une base commune, une souche génétique identique, celle de Tiamat. Je ne suis bien évidemment pas en mesure de pouvoir prouver ni affirmer que cette théorie est vraie. Je n'ai malheureusement ni les compétences ni les connaissances pour ça. Mais si jamais cette idée s'avérait exacte, cela signifierait que non seulement la panspermie pourrait bel et bien être inversée, faisant de la Terre un véritable berceau de la vie dans le cosmos, mais surtout que la vie ne fut pas amenée dans notre système planétaire par Nibiru, mais qu'elle y fut bel et bien originellement présente, avant de s'exporter vers Nibiru lors de la destruction de Tiamat. Cela signifierait également que ceux que nous avons considérés comme nos dieux créateurs durant des milliers d'années, les Anunnaki, seraient en réalité nos frères cosmiques, issus de la même souche génétique que nous, et provenant non pas d'une lointaine planète vagabonde, mais de l'ancêtre de notre chère planète Terre, Tiamat.